Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 7 avril 2025. Dans les actualités de ce jour, à la une, la mission DPG à Noussi Sakati, district de Nousbé, le 3 avril dernier, est une mission topographique courante pour la mise à jour des informations et non une expulsion des riverains selon les explications apportées par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire hier. Il s'agit de mettre à jour les informations foncières car ce terrain est classé réserve foncière touristique depuis les années 2000 et une partie du terrain fait l'objet d'un bel amphithéotique depuis 2018 par une entreprise malagasy. Les détails dans ce reportage. Face aux diverses rumeurs et désinformations sur la situation à Pasndav Sakati Nousbé, le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire a tenu à clarifier certains points sur la situation de ce terrain de Noussi Sakati, surtout concernant la descente sur les lieux effectuée par le préfet de Nousbé, un géomètre expert mais aussi des représentants d'une entreprise malagasy. Selon les informations émanant du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, le site d'Apasndav Sakati a été décrété et classifié réserve foncière touristique depuis les années 2000. Il est immatriculé sous le titre numéro 1807BO pour une superficie totale de 17 hectares, 34 ares et 81 centiares. En 2018, un opérateur malgache, la société Greenmada Land, a obtenu un bail amphithéotique de 50 ans renouvelable après avoir rempli l'ensemble des conditions requises par les textes en vigueur selon toujours les informations. Ainsi, dans le cadre de la mise à jour des données foncières, une mission précurseur a été réalisée le 3 avril 2025 par le préfet de police de Nousbé, un géomètre privé et des représentants de la société. Cette première descente a eu pour but de rencontrer les riverains et les informer que l'opération n'a aucun lien avec une expulsion. Il s'agit uniquement d'un levé topographique visant à délimiter le périmètre, à recenser les constructions ainsi que les éléments naturels présents sur le terrain. Bien qu'un levé a été déjà entrepris par le passé, une mise à jour s'est avérée nécessaire pour garantir l'exactitude des informations foncières, selon toujours les clarifications apportées par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Ce dernier regrette que des manipulations politiques qui interfèrent avec une opération administrative courante et que des opérateurs étrangers ou locaux sans droit ni titre financent des opérations de déstabilisation. Par ailleurs, il est constaté que la majorité des meneurs ne sont même pas issus de la localité concernée. Le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire entend poursuivre ses actions dans le respect des lois et en appui à la sécurisation foncière publique en veillant à ce que chaque intervention favorise l'apaisement, la légalité et l'intérêt commun. Dans l'actualité économique, toujours la diversification des produits exportés par Madagascar est nécessaire si le pays veut améliorer son économie intérieure selon la note publiée vendredi dernier par la Banque mondiale. En effet, les exportations de vanille, de cobalt et de nickel ont connu une baisse l'année dernière, ce qui oblige Madagascar à envisager l'exportation d'autres types de produits car ces exportations contribuent à la valorisation de l'ariar. Il est également essentiel d'ouvrir le commerce vers les pays émergents afin d'y exporter nos produits. Les détails avec Ruth Christelle, Rakout Malal. Les principales exportations de Madagascar portent actuellement sur des ressources minières comme le cobalt, le nickel, le titane, ainsi que les pierres précieuses et semi-précieuses. Le pays exporte aussi de la vanille, du café, du cacao, des clous de girofle, du poivre et des produits de la mer. Toutefois, d'après la Banque mondiale, ces exportations ont diminué en 2024. Or, les exportations sont indispensables, notamment à travers le rapatriement des devises qui permettent de renforcer la valeur de l'ariar. Actuellement, les importations surpassent les exportations, ce qui contribue à l'instabilité de la monnaie locale. Ainsi, depuis mars dernier, 1 euro vaut autour de 5 000 ariars et vendredi dernier, il a même atteint 5 015 ariars. Comme solution pour relancer l'économie malgache, la Banque mondiale recommande de soutenir la diversification des produits exportés, mais aussi d'ouvrir le marché vers des pays émergents comme l'Inde ou les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud,
La Banque mondiale continue d'appuyer Madagascar, aussi bien techniquement que financièrement. Pour février 2025, elle a déjà annoncé un financement de 3,5 milliards de dollars pour Madagascar, destiné à 17 projets nationaux et 5 projets régionaux. Ces projets concernent notamment les infrastructures, le développement durable, le développement humain et le renforcement de la gouvernance économique et des institutions. Parlons toujours économie. 500 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme et de l'artisanat participeront à l'International Tourism Fair Madagascar ou ITM. Dubaï et le Maroc seront les invités spéciaux pour cette 11e édition de l'ITM et la 2e édition de l'International Handcrafts Madagascar. Ce grand événement se tiendra du 12 au 15 juin prochain. Fadjessina Mireille. Les services et les lieux touristiques régionaux de la Grande Île seront mis en avant durant l'International Tourism Fair de Madagascar afin de pouvoir les vendre sur le marché international. Plus de 30 rencontres des opérateurs touristiques avec des experts internationaux seront au programme durant la 11e édition de l'ITM. Ce qui fera la particularité de cette édition est également la tenue de manifestations culturelles durant l'événement. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour cette 11e édition de l'International Tourism Fair de Madagascar, avec en parallèle la tenue de la 2e édition de l'IHM ou International Handcraft Madagascar qui met à l'honneur l'artisanat malagasy. Les opérateurs étrangers sont attendus pour investir chez nous. Madagascar est déjà une destination touristique internationale et cela devrait se renforcer. La 11e édition de l'ITM et la 2e édition de l'IHM se tiendra du 12 au 15 juin 2025. Dans les actualités sociales, parlons santé. Le nombre de décès des mères durant l'accouchement a baissé à Madagascar, selon le ministre de la Santé publique, durant la célébration de la Journée mondiale de la santé organisée ce jour à Mbumangakil. Le taux de malnutrition chronique a aussi diminué selon le rapport. Le thème de cette Journée mondiale de la santé s'est focalisé sur la santé de la mère et de l'enfant. Reportage signé Radraman Zatouf et Anzar Razonarville. Selon les statistiques d'auparavant, 408 mères sur 100 000 décèdent durant l'accouchement. Aujourd'hui, ce nombre a connu une baisse et aussi entre 100 à 110 décès sur 100 000 accouchements. Les objectifs du développement durable visent 70 décès au plus sur 100 000 accouchements. Les mères enceintes sont incitées à faire des suivis au niveau des centres de santé. Par ailleurs, la lutte contre la malnutrition a également connu une amélioration durant ces 2 dernières années. En effet, le taux de malnutrition chronique a baissé de 30 à 50%. En outre, le taux des enfants vaccinés a connu une hausse, surtout pour les enfants qui n'ont pas complété leur vaccination. Tous ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts déployés par l'État dans la priorisation de la santé publique, mais aussi la mise en valeur du capital humain. La Journée mondiale de la santé a été célébrée aujourd'hui à Mbumangakil. Des services de santé gratuites comme la consultation générale, l'ophtalmologie, les divers contrôles médicaux comme le dépistage du diabète et du VIH, mais aussi l'ORL ont été au programme. Des conseils sur la nutrition et d'autres services de santé ont été aussi à l'honneur. Dans les actualités de ce jour également, le paiement des bourses d'études et des équipements de 3 mois des étudiants a débuté aujourd'hui pour toutes les universités. La distribution a débuté au niveau de l'École supérieure de Polytechnique de Woudvourne aujourd'hui pour les premières années jusqu'au doctorat. Les détails dans ce reportage. Selon le calendrier sorti par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique la semaine dernière, le paiement des bourses d'études et des équipements des étudiants de 3 mois a débuté ce jour au niveau de l'ESPA Woudvourne pour les Alain jusqu'au doctorat. Les étudiants ont déclaré leur reconnaissance de cette ponctualité sans qu'il ait nécessité des manifestations. Les représentants des étudiants de l'ESPA espèrent qu'il en sera de même pour les autres domaines comme les infrastructures et autres appuis. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, qui est venue voir de près la distribution du paiement des bourses, a affirmé que les consignes du chef de l'État sur le respect du calendrier de paiement des bourses des étudiants ont été claires et ont été respectées. Le paiement a même été en avance selon cette dernière.
Par ailleurs, de nouvelles stratégies ont été mises en place pour les procédures de la préparation des bourses qui passent tous au niveau de chaque université selon les explications. Cette coordination à temps et sans perturbation des bourses est le résultat de la collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, mais aussi du ministère de l'Économie et des Finances. Il est à rappeler que le paiement des bourses se poursuivra jusqu'au 18 avril selon le calendrier établi. Revenons un peu dans la page économique. Les conditions imposées aux entreprises publiques visent à renforcer la capacité de production et la capacité de gestion, affirme le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage devant les dirigeants de l'entreprise publique Suavonu qui s'occupe de la production de coco à Sambave. Les travaux réalisés s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'État et de la vision nationale dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif de cette entreprise publique est également d'établir une plantation à grande échelle pour améliorer les produits, mais aussi viser l'exportation, a indiqué le ministre. Reportage d'Anienne Martina et Sechen Jegab. La création de cette entreprise publique, Suavonu, œuvrant dans la production et la transformation de produits à base de noix de coco, a créé plus de 600 emplois directs ainsi que de nombreux emplois indirects dans la région Sava. Améliorer des activités de production, une priorité pour le gouvernement, notamment en restaurant la valeur et la réputation de cette entreprise publique, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ainsi, ce dernier confirme le soutien aux producteurs et transformateurs locaux pour la mise en œuvre de la vision fixée par le président de la République Njradzuel pour le développement de la transformation agricole. L'objectif est de créer des plantations à grande échelle tout en améliorant la production afin de viser l'exportation. L'administration de l'entreprise sera également ouverte à la coopération avec la commune et le secteur privé afin de développer l'industrie et de contribuer à l'économie régionale, a ajouté le ministre lors de sa visite à Sambave. Et afin d'améliorer la qualité de l'enseignement technique à Madagascar, un atelier auquel ont participé les proviseurs, les enseignants et les formateurs des lycées techniques s'est tenu aujourd'hui au gymnase couvert de Mamasn dans le cadre du projet Mandine Ka'alou initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Au cours de l'atelier, les problèmes et les solutions liées à l'enseignement dans les lycées techniques ont été discutés. Le détail avec Oubra Sammanan et Anzara Radonarvel. Les matières techniques enseignées ne correspondent plus à la réalité et à l'évolution d'aujourd'hui. En conséquence, Madagascar est toujours confronté à des problèmes techniques tels que le manque de techniciens, selon les explications. Pourtant, les techniques, qui font aujourd'hui partie des fondements du développement et ne peuvent être séparées du monde quotidien de la population en raison de l'évolution de la technologie. C'est la raison de l'atelier Mandine Ka'alou, organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, auquel ont participé aujourd'hui des proviseurs, des enseignants et des formateurs des lycées techniques d'Antananarivo. La technique garantit la création d'emplois pour les jeunes selon les informations. Quant à la commune urbaine d'Antananarivo, elle compte 4300 salariés, mais il n'y a que 7 techniciens travaillant dans le bâtiment et les travaux publics. Le nombre de techniciens travaillant au sein de la commune n'est donc pas suffisant. La municipalité qui est prête et participera à l'amélioration de l'enseignement technique. Au cours de l'atelier qui s'est tenu aujourd'hui, la révision et la rénovation des matières qui en ont besoin en fonction de l'évolution et de la situation actuelle, ainsi que de la possibilité d'augmenter les heures d'études ont été discutées. C'est à Antananarivo qu'a débuté le projet Mandine Ka'alou et il se poursuivra dans les 6 provinces selon les informations. Dans les actualités internationales, ce lundi 7 avril, le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou est en visite à Washington. Il va rencontrer le président Donald Trump plus tard aujourd'hui. Dans la table des sujets à aborder, il y a celui de l'Iran et face à leur rencontre, l'armée iranienne est en état d'alerte. Plusieurs responsables iraniens ont affirmé que l'Iran était prêt à répondre à toute agression, rapporte un correspondant de France 24 à Téhéran.
Alors, plusieurs responsables militaires iraniens, notamment le chef d'état-major des forces armées, le chef des gardiens de la révolution, ou aussi le responsable du programme balistique de l'Iran, ont affirmé que l'Iran était prêt à répondre à toute agression de la part d'Israël, mais aussi des États-Unis. On sait que les Américains ont envoyé une dizaine d'avions furtifs B-2 dans la base de Diego Garcia, qui est située à 5000 km de l'Iran. Et donc, les Iraniens ont mis en garde les États-Unis contre toute attaque contre les installations nucléaires de l'Iran, comme cela a été dit et menacé par Donald Trump en cas de non-accord ou de non-négociation entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran. Mais la question et le problème est que les missiles iraniens, par exemple, ont une portée de 2000 km environ et donc ne peuvent pas atteindre cette base. Mais le chef du programme balistique de Téhéran a affirmé que les États-Unis disposaient d'une dizaine de bases autour de l'Iran, avec 50 000 militaires américains sur ces bases, et donc c'est ce qui pouvait être des cibles potentielles pour l'Iran. Et le signe de cette inquiétude et les conséquences de ces menaces de la part d'Israël, mais aussi surtout de Donald Trump, est que, par exemple, il y a une inflation galopante et incontrôlée depuis plusieurs mois. Par exemple, la valeur de la monnaie iranienne a chuté très fortement. Un euro valait il y a 6 mois environ 600 000 rials. Aujourd'hui, un euro vaut presque le double, donc cela a des conséquences sur la vie de tous les jours des Iraniens. Et bien évidemment, les Iraniens craignent par exemple des frappes sur les installations nucléaires, mais aussi par exemple sur les centrales électriques, ce qui pourrait perturber la vie de tous les jours des Iraniens. Donc il y a une grosse inquiétude s'il n'y a pas de négociation entre l'Iran et les Américains sur le dossier iranien. Et aujourd'hui, les bourses en Asie ont dévissé, tandis que les places européennes et Wall Street s'orientaient vers un nouveau plongeon dans des marchés paniqués par l'offensive douanière par Donald Trump et les représailles chinoises. France 24. À la bourse de Tokyo, c'est un lundi noir qui se profile. Moins 7,82% à 1 heure de la clôture. Ailleurs sur le continent asiatique, d'autres marchés dévissent. Près de moins 10% à Taïwan, moins 7,5% à Singapour, moins 12,3% à Hong Kong, moins 5,6% à Séoul, où certaines transactions ont été brièvement interrompues pour la première fois en 8 mois. Une débâcle boursière déclenchée par l'offensive tarifaire de Donald Trump. Y a-t-il une limite qui pourrait pousser le président américain à renoncer à la hausse des droits de douane ? Sa réponse à bord d'Air Force One laisse peu de place au doute. Je trouve votre question vraiment stupide. Je veux que rien ne baisse, mais parfois il faut prendre des médicaments pour guérir. Des médicaments ? Le président américain est persuadé que passé le choc, les marchés se redresseront à moyen terme. Mais rien n'est moins sûr, les négociations entamées avec de nombreux pays pourraient ne pas aboutir avant des mois. J'ai parlé à de nombreux dirigeants européens, asiatiques de tous les pays. Ils meurent d'envie de trouver un accord, mais j'ai dit, nous ne serons pas déficitaires avec vos pays, on ne va pas faire ça, parce que pour moi, un déficit, c'est une perte. Cette approche simpliste et brutale de l'économie mondiale peut provoquer une guerre commerciale globale. La Chine a déjà riposté aux tarifs américains avec l'imposition de 34% sur tous les produits Made in America à compter du 10 avril. 34%, le même tarif imposé par Washington sur les produits chinois. Pour la plupart des économistes, les nouveaux droits sur les produits importés aux États-Unis vont engendrer une accélération de l'inflation et freiner la consommation. Si rien ne change, si le président Trump ne retire pas ses droits de douane et que la Chine maintient ses mesures de rétorsion, la situation sera difficile, tant du point de vue de la consommation, si je peux citer les États-Unis en premier, que de la hausse des prix et de la réticence des consommateurs à dépenser compte tenu de l'incertitude. Les mesures de Trump risquent de donner du fil à retordre à la Fed, la banque centrale américaine, qui devra concilier la nécessité de baisser les taux d'intérêt pour soutenir l'économie et celle de contenir la hausse des prix. La Tamise, l'Elbe ou encore la Seine feraient partie des fleuves saturés en microplastiques selon une étude scientifique menée pendant plusieurs mois au niveau du continent européen. Une pollution invisible mais massive avec des effets néfastes sur la santé et l'environnement. France 24. La Seine, la Tamise, l'Elbe
Les grands fleuves européens, tous pollués par le plastique. 9 d'entre eux ont été passés à la loupe par des scientifiques avec le soutien de la mission Tara. Et leur constat est sans appel. À chaque fois, quel que soit le fleuve d'Europe qu'on soit allé échantillonner, on a trouvé du plastique. Donc dans tous nos échantillons, le plastique est présent. Et le grand constat, en fait, c'est que la pollution invisible est plus importante que la pollution visible. L'expédition s'est penchée notamment sur les microplastiques, ces particules impossibles à voir à l'œil nu, comme les fibres de textiles synthétiques issues du lavage, les particules qui jaillissent sous les pneus des voitures ou encore lors du dévissage du bouchon d'une bouteille d'eau. Une pollution invisible mais massive, avec des effets sur l'écosystème et la santé. Ils vont pouvoir être gérés à tous les échelons de la chaîne alimentaire. Et ce qu'on sait, c'est que chaque plastique, en fait, de manière générale, dans les produits plastiques, on a 16 000 molécules chimiques qui sont présentes dans les plastiques, dont 3 000 sont toxiques. 80% de ces plastiques finissent dans les océans. Les scientifiques et l'ONU appellent à une prise de conscience rapide et demandent une réduction majeure de la production de plastique en Europe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Squid Game. Sur ce, restez avec nous et très bonne soirée à tous. Au revoir.